Voilà, donc le débat est ouvert et les questions sont dans la salle. Merci Mathieu. Je peux tricher parce que j'ai une question. Oui, vas-y. Enfin, c'est une question, c'est aussi un témoignage. Ça fait longtemps que je regarde tes travaux, Thierry. Aussi ceux de, je pense que tu dois connaître Cécile Asanouma-Brice. Moi, j'ai vécu plusieurs fois au Japon. Et la dernière fois, c'était en 2014-2015. Et j'étais à Tokyo, donc on faisait quand même très attention avec ma femme, surtout qu'on avait un fils qui avait à l'époque 1 an et demi. Et la difficulté, surtout, c'était quand on va faire ses courses et qu'il faut acheter des légumes. Parce que longtemps auparavant, comme ici, moi j'essaie de manger local, donc j'essaie d'éviter les légumes espagnols ou italiens, ou de plus loin, j'essaie de choisir les légumes français. Bon. Et au Japon, j'avais évidemment l'habitude d'acheter des légumes japonais. Et d'ailleurs, c'était assez pratique, puisque sur chaque boîte de légumes, on a le département où ils ont poussé. Et bizarrement, tout d'un coup, je ne trouvais plus mention des départements, c'était juste marqué fabriqué au Japon. Bon. Et alors du coup, j'ai dû faire l'inverse, c'est-à-dire chercher les légumes qui poussent en Chine, alors que d'habitude, on ne prend surtout pas les légumes chinois. Mais là, au moins, j'étais tranquille. Voilà, je pensais que c'était pas contaminé. Et au-delà de ça, j'ai vu pire, petit à petit. J'ai vu des pubs pour des légumes poussés à Fukushima. Et là, enfin voilà. Donc, la résilience, tout ce que tu as décrit, je l'ai vécu. Voilà. Merci. Merci beaucoup pour vos présentations. Moi, j'avais juste envie de rajouter un petit élément. Je suis psychologue et psychotraumatologue. Et c'est vrai que le terme de résilience, on l'utilise du coup beaucoup dans notre travail. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui m'agace énormément, cette utilisation de termes, notamment dans la politique de résilience, avec le sentiment qu'il y a vraiment une instrumentalisation de ce terme. Parce que, par exemple, dans ma pratique, donc je peux parler que dans mon domaine et dans ma discipline, dans le trauma, lorsqu'on accueille une victime, il est presque interdit d'inviter la personne à la résilience lorsqu'elle est encore en situation de danger. Et lorsque je parle de situation de danger, peut-être que le trauma est passé, mais peut-être que la situation est encore dangereuse pour elle. C'est-à-dire si, par exemple, elle est dans une situation où elle pourrait encore vivre à tout moment, je sais pas, elle a un conjoint violent et elle est encore en train de vivre avec le conjoint violent, ou si la personne est encore en situation, on va dire, concrète de risque pour elle, il est vraiment pas du tout recommandé de travailler sur la résilience, mais au contraire sur la mise en protection de cette personne. Et c'est ensuite, une fois qu'elle est hors de danger, qu'on va l'inviter à travailler avec ce qui s'est passé. Et c'est vrai qu'ici, ce qu'on voit, c'est une instrumentalisation de ce terme de résilience qui en fait vient de la psychotraumatologie, avec l'idée de dire que alors que la personne est encore, enfin en tout cas, du coup là on est à un niveau plus social, lorsque un pays entier est dans une situation clairement de... Enfin, voilà, par exemple, vous parliez tout à l'heure de questions de radioactivité, tout ça. Ça me semble effectivement une aberration et c'est quelque chose d'extrêmement énervant, pour nous en tout cas, les psychotraumatologues, de voir ce terme être utilisé à gogo, alors que enfin, voilà. Enfin, juste pour dire qu'en tout cas, dans la thérapie du psychotrauma, c'est quelque chose qu'il est interdit de faire normalement. Voilà, donc merci beaucoup. Et merci pour vos interventions à tous les trois. Donc, ma question s'adresse à Thierry, mais aussi au final aux autres intervenants. Donc Thierry, tu es très, très critique évidemment de la manière dont a été gérée la crise de Fukushima et la crise du Covid en France et les stratégies de résilience qui impliquent une grande part au final de manipulation de la population et de fabrique du consentement en diminuant un peu l'esprit critique, ce que j'entends très bien. Après, j'essaye de me mettre à la place des gouvernements et je me demande au final, dans une situation de catastrophe qui doit être gérée rapidement, avec beaucoup de contraintes et on n'a pas un grand espace où vraiment il faut agir vite, est-ce qu'il est possible de créer des actions collectives sans une fabrique du consentement et une certaine manipulation? Donc je me demande, qu'est-ce que vous attendriez d'un gouvernement en situation de catastrophe pour qu'il permette une certaine résilience sans trop manipuler la population? Et je me demande, est-ce qu'une certaine manipulation n'est pas inévitable quand on veut créer une réponse rapide de la population sans que ça parte complètement en vrille? Je ne sais pas si c'est notre fonction de se mettre à la place du gouvernement, mais la question qui se pose du côté des scientifiques,
c'est la place qu'on donne à la description vraie, appelons ça vrai, de la réalité vécue, pour pouvoir justement utiliser chacun sa conscience réflexive pour pouvoir répondre. Ce que vient d'évoquer la jeune femme psychoclinicienne, c'est-à-dire que si on est dépourvu de moyens pour réagir, on n'aura aucune possibilité de s'auto-organiser. Donc il y a quelque chose, pour le coup, de ce qui a été décrit par Denis en termes d'auto-institution de type Castoriadis, qui ne peut pas avoir lieu si le monde vécu est voilé par une idéologie, qu'elle soit gouvernementale ou qu'elle soit commerciale, ou qu'elle soit... Parce qu'on a entendu Mathieu nous parler de produits fabriqués à Fukushima qui sont vantés quand même par la pub. À ce moment-là, on a un voile qui fait qu'on est dépourvu de nos facultés de juger. Et donc, on peut, nous, faire la critique de pratiques qui infantilisent, voire qui amoindrissent à un tel degré la possibilité d'être libre et humain, donc, que c'est pas quelque chose qui est souhaitable, même si on n'a pas immédiatement la capacité à dire voilà ce qu'il aurait fallu faire. Voilà. Après, on sait très bien que dans le moment de dénuement, moi je connais pas bien Fukushima, mais je connais bien quand même l'affaire du coronavirus en France. Au moment où le gouvernement était démuni, il a menti. Il a simplement menti tout du long. Si les gens avaient été pris à son mensonge, il n'aurait pas fabriqué les masques. Et après, il a récupéré à son actif cette auto-organisation, en demandant aux gens de continuer. Puis dès qu'ils ont eu des masques à vendre, ils ont dit ces masques ne sont pas suffisants, ne sont pas pertinents. Donc on voit bien qu'on est des marionnettes. Et je pense qu'on ne peut pas se contenter en démocratie de considérer que des situations extrêmes justifient qu'on soit réduit à des marionnettes. De la même manière qu'on ne peut pas se contenter de dire qu'une situation est extrême en situation de guerre pour réintroduire la torture. C'est des débats infinis aux États-Unis, c'est des débats importants pour les gens qui s'occupent de ça, mais je dirais que c'est la même chose du point de vue du raisonnement logique. C'est pas parce que la situation est singulière qu'il faut accepter de baisser nos normes démocratiques, et la norme démocratique, c'est laisser le sujet opiner en étant libre de sa faculté de juger. Je dirais que dans le schéma où il y a un schéma démocratique de la science et puis un schéma réformateur, on a vu que le schéma démocratique, c'est quelque part, on est tous responsables de l'affaire. Ça ne veut pas dire qu'on va bien gérer. On va peut-être aller collectivement à la catastrophe, mais c'est notre responsabilité. Donc voilà. Et le fait de s'influencer, c'est sain, parce qu'au cœur du logos, entre moi et les autres, ce qui va construire la chose, c'est le fait de s'influencer. Et du coup, c'est le fait de ne pas être d'accord, de débattre. C'est la polémique. Le polémos chez les Grecs, c'est pas quelque chose de négatif. C'est la version positive. C'est pas une version négative. La version négative, c'est l'Iris, c'est les déesses de la vengeance. C'est pas la question de la polémique est positive. Et donc, quelque part, vouloir influencer les choses, c'est sain. Pourquoi je parle ? C'est pour vous influencer, pour agir ensemble sur le monde. Donc, quelque part, dans ce cadre-là, c'est sain. Dans l'autre cadre, dans le cadre réformateur de la science, il faut savoir qui sont les influenceurs. Est-ce que c'est des influenceurs, ça s'appelle autrement les oligarques. Ils peuvent être égoïstes ou ils peuvent être, entre guillemets, éclairés. C'est-à-dire, s'ils sont éclairés, à la limite, on dit, voilà, c'est les plus intelligents qui nous sortiront de la catastrophe. Et il y a beaucoup d'entre nous qui sont pour une version avec des oligarques éclairés, c'est-à-dire des gens conscients qui pilotent, etc. Alors moi, je ne suis pas d'accord. Moi, je veux la version démocratique, mais il y a le débat. Il y a le débat. Si vous prenez une partie des gens qui travaillent sur les effondrements, il y en a beaucoup qui veulent le piloter pour le bien de tout le monde. Donc, il y a ces deux versions. Alors après, le plus dangereux, c'est quand des oligarques qui travaillent que pour eux,
que pour leur intérêt propre. Et puis alors là, effectivement, ils nous influencent par la propagande. Et la propagande, si vous lisez Chomsky et compagnie, vous allez voir que ça est d'abord né dans les démocraties, parce qu'il faut entraîner les autres. Merci. Je voudrais juste revenir une seconde sur ce qui a été dit tout à l'heure, mais pour moi, la résilience n'est pas une notion détournée, en fait. Hein. Pour moi, la résilience est un instrument de détournement, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. En fait, c'est ce que j'essaie de montrer, c'est qu'en fait, elle détourne de quoi ? Elle permet de défocaliser l'attention des causes des catastrophes vers leurs effets. La peur est un des effets, c'est pour ça qu'on s'y attache tellement. Mais voilà, donc défocaliser des causes vers les effets, défocaliser de l'objectivité de la catastrophe vers la subjectivité de sa gestion. Voilà, donc c'est un instrument de détournement à ce titre-là aussi. Et puis chercher également à se détourner de la peur, comme je l'ai dit, et de la colère pour aller vers une espèce de joie agissante de l'action dans le désastre et dans la survie. Voilà, donc en synthèse, pour moi, il n'y a pas de détournement de la notion. Elle est structurellement viciée. D'autre part, ce que je voulais dire aussi, c'est que au sujet de la seconde question, c'est que pour moi, ce que j'essaie de montrer, c'est que la résilience est un outil de canalisation de la puissance d'agir des individus vers la préparation à faire face à des catastrophes vis-à-vis desquelles, finalement, les dirigeants se trouvent impuissants. Donc, en fait, c'est un cache-misère de l'impuissance politique, en fait, la résilience. Ça, c'est très important. En fait, c'est un outil de nationalisation du peuple et de sa puissance d'agir. C'est en ça que c'est toxique et que même à faible dose, j'ai envie de dire. Donc, il faut que nous retrouvions la liberté d'avoir peur. Moi, c'est ça mon message central. La liberté d'avoir peur est fondamentale. La peur n'est pas une maladie, n'est pas une pathologie, contrairement à ce qu'on nous fait croire. Connaître l'anxiété n'est pas le symptôme donc d'un être malade qui devrait être soigné. Ce n'est pas une étape à passer, mais c'est un mouvement vécu et justifié. Je dirais même que c'est l'amorce de l'extirpation de l'état d'ignorance qu'engendre la peur de la peur. Je crois qu'on peut le dire aussi que réapprendre à avoir peur, c'est encore aller vers... c'est respecter notre disposition à la vérité, en fait. Avoir peur de la peur, c'est avoir peur de la vérité, en fait, je crois. Voilà. D'accord. Du coup, j'avais une interrogation par rapport à la deuxième intervention, du coup celle de Denis. C'est-à-dire qu'au début, on a une vision un peu marxiste de la société, mais ensuite on enchaîne sur quelque chose où l'imaginaire est présenté comme étant le premier facteur qui détermine la forme que prend la société, alors que justement, d'un point de vue marxiste, c'est plutôt les conditions économiques et le mode de production qui définissent ça. Et donc, en fait, le fait de placer cet imaginaire, l'imaginaire en tant que tel, comme premier facteur, et pas comme, par exemple, quelque chose qui découle justement des conditions économiques, j'ai l'impression que ça revient un petit peu sur ce qui avait été dit auparavant, c'est-à-dire qu'on a un peu un gommage des classes sociales. Et ensuite, ça a des implications politiques, puisque j'ai eu pas mal de discussions avec des personnes ici présentes, et l'idée qu'il faille, comme action principale, transformer l'imaginaire des gens, c'est quelque chose qui revient extrêmement souvent, je trouvais. Bon, alors parfois, on ne sait pas vraiment comment faire, d'ailleurs. Donc, c'est quelque chose qui a des conséquences dans la pratique, dans notre pratique, sur comment est-ce qu'on va faire pour changer le monde, parce que je pense que la majorité des personnes ici ne sont pas forcément d'accord avec la manière dont les choses sont actuellement. Et donc, je me demande... qu'est-ce qui justifie justement de faire ce choix de placer l'imaginaire comme premier facteur de construction, de définition d'une société, plutôt que le mode de production? Alors, j'ai résumé 50 pages en peu de temps, donc ça n'a pas forcément été clair. Et la question de la production dans le marxisme, pour moi, c'est ça qui fait que c'est une proposition de gestion
d'une société hétéronome. Parce que dans le marxisme, il y a des tabous. Par exemple, justement, le mode de production, les moyens de production appartiennent au peuple. Ça, c'est un tabou, on n'y touchera pas. Alors que dans une société autonome, c'est les groupes des citoyens assemblés qui décident et qui peuvent changer. Du jour au lendemain, ils peuvent dire « Ah non, on ne veut pas que ça fonctionne comme ça, on veut que ce soit du privé ». Et ça, c'est une société autonome, elle peut basculer d'un mode à un autre. La société autonome, c'est une dynamique circulaire pour refonder les lois et les institutions qui servent à agir collectivement sur le monde. Voilà. Donc cette question après des imaginaires, ça c'est chez Castoriadis. L'imaginaire est un concept clé au cœur de sa pensée. Et en général, ceux qui inventent des mots, souvent les mots sont creux. Et chez Castoriadis, il s'avère que c'est très fructueux et que ça apporte beaucoup dans sa pensée. Et sa pensée, si on la résume, c'est qu'effectivement, c'est l'imaginaire instituant individuel et collectif qui permettent de créer les institutions et les lois. Et ce qui permet de les modifier, c'est justement le dialogue. Alors, ça, vous l'aurez chez les philosophes du langage, qui expliquent qu'on ne dialogue pas pour dialoguer. On dialogue pour agir sur le monde. Donc c'est pour ça que la question du logos et du dialogue et des assemblées, c'est la seule façon d'avoir des imaginaires qui vont se cristalliser en institution. Parce que moi, mon imaginaire, il ne s'est jamais cristallisé en institution. Ça n'a jamais fonctionné. Parce qu'en fait, ce que j'imagine et ce que je voudrais créer comme institution, on ne le partage pas collectivement. Et donc, on n'a pas modifié les institutions. Et donc, c'est principalement par le dialogue qu'on va faire qu'un imaginaire va pouvoir se cristalliser et modifier les institutions, chez Castoriadis. Je pense que c'est un peu différent quand même d'un masquage, parce que la question des imaginaires, c'est aussi la question des conflits d'imaginaires. C'est-à-dire qu'avant qu'un imaginaire puisse se cristalliser en institution, il faut qu'il y ait quand même un moment de transformation radicale qu'un certain nombre de chercheurs appelaient fusion. Lui, il appelle ça l'institution, c'est le moment du serment dans d'autres théories. Donc il y a un enjeu qui ne balaye pas la question des rapports conflictuels du capital, mais qui les réexamine en les prenant du côté de la capacité inventive des êtres humains. Donc c'est un peu un renversement, c'est-à-dire qu'il n'y a pas la tripartition. Et moi je crois que c'est extrêmement important, et en particulier pour nous, parce que ça permet d'affirmer que ce qui permet à une société de se transformer et d'assumer ce qu'elle produit et ce qui lui arrive, c'est l'élan créateur. Mais cet élan créateur, il n'est pas immédiatement consensuel, et on retombe sur les questions précédentes. C'est-à-dire, l'élan créateur, c'est la capacité à justement imaginer quelque chose d'alternatif et d'être capable de le diffuser suffisamment pour que ça soit un nouveau paradigme, que ça soit social, scientifique, esthétique, etc. Mais à chaque fois, il y a besoin de quelque chose qui surgisse, qui suppose l'imagination. Et c'est cette part-là, puisqu'hier on avait parlé de calculable et incalculable, eh bien la part imaginative, elle est incalculable. Elle n'est même pas prévisible. Mais si elle est absente, il n'y a plus de recherche, il n'y a plus d'inventivité, il y a de la routinisation. Donc on voit bien que si la recherche n'est pas autonome, eh bien elle s'interdit la possibilité d'avoir des propositions nouvelles et de pouvoir effectivement se confronter au monde tel qu'il est. Et qu'on est dans un moment, je pense, de ce type. Donc l'imagination, c'est vraiment un point central. Ok, merci beaucoup pour ces présentations éclairantes et complémentaires. 3 remarques. La notion d'anachronisme. Le système actuel il est anachronique dans le sens où il ne répond pas aux exigences de l'heure. Exigences climatiques, environnementales, sociales, économiques, etc. La liste est longue. Second point, la notion de violence. Elle est taboue, effectivement, mais elle existe journellement. Violence faite aux chômeurs, aux travailleurs précaires, aux réfugiés climatiques, aux réfugiés économiques, certains meurent en Méditerranée, etc. Et la grande peur, c'est celle des dirigeants, qui est une violence en retour par rapport à ça. Troisième point, ça m'amène à la peur, justement. Donc il y a 2 facettes, effectivement. Il y a un aspect négatif
puisque la peur fige. Et donc elle nuit à la production, donc c'est ce que veulent éviter les dirigeants. Mais il y a un aspect positif ici aussi, puisqu'on a peur, on est manipulable bien plus facilement. Quand on a peur de risque de guerre, on peut vendre des armes, etc., etc. Donc il y a toujours ces deux aspects à mon avis. Merci. Merci pour ces présentations passionnantes. Une question à Thierry et aux autres. J'ai beaucoup aimé le point sur la peur qui est utilisée, qui doit être inhibée pour éviter, par exemple, d'avoir peur des futures pandémies. Mais par contre, j'ai l'impression que les choses se passent en deux temps. C'est-à-dire que, oui, on ne veut pas que la population se rende compte que les futures pandémies sont dues à des causes sur lesquelles on pourrait travailler, qui ne sont pas inclus dans les chapitres de plans de prévention, soi-disant, des épidémies, ne contiennent rien sur comment faire en sorte qu'elles ne surviennent pas, bien sûr. Mais à court terme, c'est quand même la peur qui est récupérée par les autorités sanitaires pour obtenir que la population fasse quelque chose. Par exemple, maintenant que le variant Omicron repart, la peur va être utilisée pour convaincre les citoyens de se vacciner avec le nouveau vaccin qui va sortir avant l'automne, même s'il n'est utile que pour des personnes très fragiles. Donc, à court terme, c'est plutôt la peur qui est utilisée. Les gouvernements ne cherchent pas à l'inhiber, parce qu'autrement, ils n'obtiennent pas des citoyens de s'enfermer chez eux, par exemple. Donc, comment vous articulez ça ? C'est pour ça que l'OMS dit ça, en fait. L'OMS s'adresse non pas à nos pays du Nord, elle s'adresse aux pays du Sud et au gouvernement du Sud pour dire à court terme, il faut arrêter d'avoir peur de ce virus, parce qu'autrement, vous appliquez ces normes des pays du Nord qui, en fait, vous font mourir de faim. Donc l'OMS, elle dit ça dans une vision du problème de la peur à court terme, qui est, à mon avis, différente du problème à long terme. Merci. Très rapidement, Sophie, deux choses. Tu peux réélaborer sur la chaire de la colère et les méthodes allemandes, simplement des précisions de clarification. Oui, mais c'était juste de clarifier. Et une question générale autour de Castoriadis, évidemment. Comment est-ce qu'on constitue le langage du logos ? C'est-à-dire comment on crée, et je pense que c'est notre rôle, les conditions primaires pour l'autonomisation des groupes dans la création du logos. Et ça, c'est là où on doit intervenir. L'anachronisme en question évoqué par Marc Chenet, c'est un anachronisme qui n'est pas reconnu par les dirigeants ou les gouvernements ou les dominants, quel que soit le vocabulaire. Et donc c'est pas un anachronisme tel que j'ai voulu le décrire, qui est un anachronisme qui justement va utiliser le passé pour ouvrir des nouveaux imaginaires et permettre justement de se décaler. Et donc c'est une conception du temps qui est linéaire, et donc on ne veut pas savoir effectivement que des choses deviennent obsolètes ou non pertinentes, et donc on utilise des choses qui sont effectivement anachroniques au sens où vous l'avez employé, mais l'anachronisme tel que je l'ai évoqué, c'est l'anachronisme qui tient compte du fait que des expériences historiques passées peuvent avoir des incidences pour comprendre le présent. Et donc c'est un peu un sens différent. Du côté, là j'avais pas à répondre, du côté donc de Nils, donc la question de la chaire de la colère, c'est la manière dont, j'ai effectivement pas évoqué jusqu'au bout, puisque c'est la manière dont Canguilhem explique que en fait un savoir critique ne surgit pas d'une comparaison entre une représentation, une définition et un objet qui serait extérieur au sujet pensant, qui serait posé, mais procède d'une opération de liaison effectuée par le sujet au sein de ces représentations et au contact de l'action, dit-il, comme élan. Autrement dit, c'est parce qu'on ressent quelque chose face à une situation qu'il y a dans un premier temps une alerte individuelle ou collective, parce que ça peut être collectif, et qu'en conséquence, il y a quelque chose qui se retourne en position de critique, qui peut être une critique immédiatement en acte ou une critique scientifique, où le retournement, il est à la fois moral et réflexif, et c'est le fait qu'il y ait ce rapport d'articulation entre le logos et, pour le coup, l'éthos,
et la dimension morale des émotions, qui a effectivement possibilité de parler de la chair, de la colère, ou de la peur, ou de l'enthousiasme, ou etc. J'ai parlé de la colère parce que dans la situation qui est la nôtre, on est souvent en colère, me semble-t-il, face à l'inertie, etc. En ce qui concerne l'université allemande, on est dans une création qui conduit à être inquiet de la manière dont les lumières vont être utilisées. Est-ce qu'elles vont être utilisées pour plus d'humanité ou pour moins d'humanité? Et quelqu'un comme Husserl, en 1935, met en garde: la façon exclusive dont la vision globale du monde, qui est celle de l'homme moderne, s'est laissée, dans la deuxième moitié du XIXe siècle, déterminée et aveuglée par les sciences de la nature et par la prospérité qu'on leur devait, signifiait que l'on se détournait avec indifférence des questions qui, pour une humanité authentique, sont les questions décisives. De simples sciences de fait forment une simple humanité de fait. Alors, la gravité de ces propos, à ce moment-là, c'est une analyse liée à la situation de l'Allemagne, en l'occurrence qui devient l'Allemagne nazie, et l'inquiétude qui peut l'habiter dans ce contexte-là, mais où sa réponse n'est pas celle, par exemple, d'un Weber qui choisit la neutralité axiologique. Lui, il choisit de continuer à relier les disciplines scientifiques à la philosophie. Et donc, il affirme aux universitaires de prendre conscience de leur singularité active sans céder à la tentation de se singulariser. Pour le logos, moi, j'ai été convaincu par les arguments de mon voisin que la résilience individuelle, c'est une catastrophe. Ça aboutit à un monde de brutes. L'homme seul, on fabrique l'homme seul. On lui dit, t'es responsable de tout, tu te débrouilles. Et l'homme seul est une brute ou un dieu. J'ai l'impression qu'on devient plus des brutes que des dieux. Et l'autre solution, moi, je propose une autre résilience. Je propose la résilience collective. On a des gros problèmes, collectivement, on va s'en sortir en discutant ensemble comment, et c'est là le logos. Effectivement, si on ne lutte pas contre la résilience individuelle, il n'y a aucune chance qu'on fasse des assemblées pour discuter collectivement de nos problèmes. Merci. Je ne suis pas sûr qu'on ait besoin de la résilience pour faire des choses ensemble, collectivement, mais bon. Moi, je voudrais parler... Évidemment que, pour répondre un peu simultanément aux deux premières questions... le lien est totalement... Enfin, il n'y a aucune contradiction entre gouverner par la peur et gouverner par la peur de la peur. Ce sont les deux facettes du même outil, en fait. Donc, c'est pour ça qu'en général, d'ailleurs, les pouvoirs publics... une même entité politique va, en situation de catastrophe, à la fois mobiliser, injecter de la peur et, de l'autre côté, injecter de la méfiance par rapport à la peur. C'est devenu classique, hein, pratiquement, hein, cette double modalité, cette double gestion. En tout cas, à Fukushima, on a bien vu, il y avait cette fameuse citation du responsable de l'enquête sanitaire, professeur Yamashita, qui disait... et c'est quelque chose qu'on a retrouvé dans tous les médias dans le monde entier, qui disait à Fukushima, c'est la peur qui tue et non pas la radioactivité. Donc on est vraiment dans la gestion de la peur de la peur. Et puis ce que je voudrais dire, c'est que la résilience, c'est... oui, encore une fois, on peut comprendre cette peur de la part des dirigeants, puisque la résilience est une anti-résistance, en fait. Donc il vaut mieux, plus on craint, plus en fait on apprend les gens à gérer leur peur, eh bien moins ils résisteront en fait et ils deviendront résilients. Alors je voudrais simplement vous citer moi une citation que j'ai mis dans mon livre que j'ai retrouvé là ce matin de Valérie Masson-Delmotte, qui est donc la diva des émissions de gaz à effet de serre au commissariat à l'énergie atomique et qui a été bien sûr qui a été présidente d'une des multiples commissions du GIEC. Bon, on a évoqué le GIEC hier. Voilà ce qu'elle dit, cette dame, qui est dans tous les médias. Il s'agit de construire chez les jeunes une culture du risque pour favoriser l'adaptation à un climat qui est en train de changer. Et elle recommande... En gestionnaire prévoyante des affects, elle dit
Il faut dépasser les émotions qui peuvent paralyser, le sentiment d'impuissance, la colère par rapport à ceux qui contribuent au problème, afin d'avoir une approche plus rationnelle. Voilà, je trouve qu'elle résume tout à fait ce que je dis. C'est-à-dire qu'en fait, elle nous dit cessons d'avoir des émotions complètement... Cessons d'être des chochottes, d'une part. D'autre part, cessons de nous énerver. Parce que ça sert à quoi de s'énerver? Rien ne sert de se fâcher, il faut résilier à point. C'est ça la moralité, hein, dans ce monde où en fait la résilience est à l'humain ce que Bugs Bunny est au lapin, en fait. On est vraiment là-dedans, hein, n'est-ce pas? En tout cas, on voit bien là aussi que il y a de la part des administrateurs du désastre du réchauffement climatique, en l'occurrence, une volonté d'administrer les sentiments à l'égard de ces désastres. Ça aussi, c'est le cœur du réacteur de la résilience. C'est que désormais, toute catastrophe devra faire l'objet non seulement de la catastrophe en elle-même, mais surtout des sentiments que nous ressentons par rapport à cette catastrophe. Ça, c'est très important. Merci pour ces 3 interventions. Je vais revenir sur le besoin d'un moment politique, j'en suis complètement d'accord. Mais comme on peut tous s'en rendre compte, c'est un peu compliqué d'y arriver. Et je pense que c'est encore plus compliqué qu'on pourrait déduire de ces 3 présentations. Surtout si on revient, par exemple, sur la notion de tabou. Par exemple, il y a des anthropologues qui ont travaillé avec des traders, avec des gens qui travaillent dans des banques, avec des entrepreneurs, etc. Et on voit très bien, en fait, que ni les marchés, ni la propriété privée n'est pas tout à fait un tabou. Ils y croient. Ils l'argumentent. C'est pas la même chose. Ça veut dire qu'il faut décortiquer, en fait, ces notions. Et comprendre aussi, en fait, il y a beaucoup de travail d'ailleurs qui a déjà fait des sous. Propriété privée, c'est pas en catégorie. Propriété privée, on a plein de propriétés privées différentes. Et aussi l'articulation de propriété privée vis-à-vis la société, aussi, il y a plein de modalités différentes. Et je pense que si on n'arrive pas à distinguer ces genres de choses et argumenter, on n'arrive même pas à avoir un débat. Parce que la grande, écrasante majorité de la population, elle est pour la propriété privée. Et ça aussi, il faut comprendre pourquoi elle est pour la propriété privée. Parce que réellement, il y a plein de propriétés privées différentes. Et je trouve que ce sont aussi des armes qu'il ne faut pas oublier, qu'il faut être lucide dessous. Je ne suis même pas sûre, en fait, que les gens ils ont envie d'avoir cette discussion. Mais ça, on va mettre à part. Ce n'est pas en raison de ne pas essayer de le faire. mais c'est compliqué. Aussi, imaginez, par exemple, que Marx, c'est l'ancien et que qu'on peut discuter, et c'est beaucoup plus difficile de changer les institutions, ou qu'on ne rêve pas par des institutions, c'est probablement vrai, mais imaginez que des sociétés autonomes peuvent décider un jour, on bascule de propriété collective à propriété privée, et ça peut marcher aussi tant qu'elles le décident. En fait, c'est qu'on voit 200 ans après l'avènement du capitalisme. C'est pas ça le capitalisme aujourd'hui, en fait. Aujourd'hui, le capitalisme, c'est, oui, au départ, peut-être c'est de la propriété privée, mais c'est un mécanisme qui en fait la propagation de propriété privée partout entraîne, qui pousse vers une croissance qu'on n'arrive pas à arrêter, qui pousse vers une croissance qui est demandée par les travailleurs autant que par les capitalistes. Et donc, je trouve que c'est toute cette complexité qu'il faut travailler, décortiquer, et là, c'est un travail, pas juste un travail de scientifique, c'est pas juste un travail qu'on peut attendre de quelqu'un qui est trop occupé à survivre dans le monde d'aujourd'hui. Et aussi, si on revient sur la résilience, je pense dans le cas de Japon, c'est vraiment clair jusqu'à quel point ça démobilise les gens et les individualise. C'est vraiment une catastrophe, réellement. Mais après aussi, si on regarde dans la société, quand même, le monde elle est approprié dans 1000 sens différentes. Et après, je ne sais pas, est-ce que c'est en bataille des mots ou on voit avec ça? Je ne sais pas, en fait. Juste pour donner un exemple, pour être concrète, si on regarde le mouvement néo-rural, on trouve plein de lignées différentes, dont les gens qui suivent un peu la façon survivaliste des États-Unis. Et donc, c'est une minorité en France, heureusement. Et en plus, le mouvement est venu très tardivement. Donc, ça montre une certaine résilience de la société française vis-à-vis de ce genre d'idées. Et c'est ça aussi que
les autres néo-ruraux, plutôt de gauche, ils appellent à une résilience sociétale contre ce genre d'idées et co-construction, ils utilisent les mêmes mots, co-construire une résilience contre cette catastrophe à venir pour qu'elle soit co-construite. Voilà, bref, j'espère que c'était clair. Je suis désolée d'avoir pris autant de temps. Bonjour et merci pour vos présentations. J'avais une question plus particulièrement à Denis sur le tabou de la violence ici dans notre communauté même. Donc j'aimerais qu'on parle de ça. Alors, je vais donner deux exemples à travers des imaginaires qui sont développés. L'imaginaire réformiste à travers la transition, le mot transition, et on va prévoir peut-être des modèles, et ces modèles vont peut-être prévoir des accidents de parcours, mais rarement la violence civile. Ce n'est pas un événement pris. Deuxième exemple, c'est plutôt l'imaginaire écolieu. On imagine de nouvelles formes de vie basées plutôt rurales. On avait fait un peu l'exercice il y a quelques années. À Grenoble, si on prenait ce modèle-là, on étendrait 400 000 habitants de Genève jusqu'à Nice. Donc ça veut dire que 90% de la population disparaît. Laquelle ? Alors, donc la question, c'est est-ce qu'il n'y a pas des imaginaires à développer qui s'articulent autour de ce niveau de violence, peut-être pas la violence, mais de cohabitation, de coexistence de franges de la population qui ne sont pas la nôtre et qui sont appelées à vivre ces conflits dans les prochaines années. J'avais deux questions à Sophie Vanish. La première à propos de ce que vous dites sur le refus de la théorie en sciences humaines et sociales. Je voulais qu'on revienne dessus parce que peut-être, justement, à la suite d'Husserl, on peut exprimer un refus des théories réductionnistes. Tout n'est pas réductible à des lois. Mais voilà, est-ce qu'il y a vraiment un refus de la théorie en sciences humaines et sociales ? Et ensuite, par rapport à la conscience des risques systémiques globaux comme quatrième entame narcissique, je me demandais sur quel plan on se place en termes d'entame narcissique de l'humanité. La troisième, c'est l'irruption de l'inconscient. La deuxième, l'homme est un animal comme les autres. Voilà, mais là, aujourd'hui, sur quel rapport ça se place, cette quatrième conscience, quoi. Voilà, merci. Merci, je vais essayer d'être court. C'était pour revenir sur l'intervention de Denis par rapport à deux choses. D'une part, la volonté de plus en plus de brimer les insurrections et la violence. Je voulais juste donner un exemple. Moi, du coup, je travaille dans une association et dorénavant, depuis la loi sur le séparatisme, quand on demande une subvention à l'État, il faut qu'on signe quelque chose qui s'appelle le contrat d'engagement républicain qui indique on annonce que notre association n'encouragera pas la désobéissance civile ou des choses comme ça. Donc cette forme de restriction des libertés publiques, elle est déjà en cours sur le monde associatif. Vous avez connu ça aussi dans le monde universitaire sur les accusations d'islamo-gauchisme, etc. C'est-à-dire que le fait qu'il y ait des imaginaires qui puissent se développer, pour l'instant, c'est plutôt pas très encouragé. Et puis, malgré tout, pour l'instant, c'est encore possible. Donc, je voulais lancer des appels, c'est-à-dire qu'on partage le constat de ce que vous avez présenté dans l'intervention, c'est-à-dire que le corpus intellectuel qu'on construit, c'est structurant pour les choix de société ensuite. Et ce sont plus, en tout cas, il y a une partie, ce sont plus des choix politiques que des choix d'experts, etc. Et donc on a essayé de travailler pour dire il y a des alternatives et il y a des alternatives. On peut travailler sur d'autres questions de recherche. Donc c'est ce qu'on a essayé de faire dans Horizon Terre dont on a parlé hier. Et puis on va lancer dans les jours prochains une pétition pour demander justement des conventions de citoyens pour au moins une partie du budget de recherche, pas la totalité, mais une partie. Donc je lance un appel là à la fois pour ceux que ça intéresse de signer la pétition, mais surtout nous aider à construire les argumentaires autour de ça, puisque même dans le milieu académique, c'est pas une idée qui est très 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 à la mode, puisqu'il y a la liberté académique, il y a l'autonomie des chercheurs. Donc comment tout ça s'articule ? Le fait que ce sont des choix politiques qui engagent nos sociétés et le fait qu'il y a le droit à l'auto-organisation des chercheurs dans leur pratique. Donc vraiment, c'est un appel à ce qu'on puisse travailler ensemble là-dessus. Et également, on travaille aussi, en faisant marcher notre imaginaire, sur
comment vont pouvoir agir les citoyens dans les futures crises. Bon, on est encore dans celle du Covid, mais il y en aura d'autres. Et donc, on essaie de travailler à des conseils citoyens, à l'idée de conseils citoyens localement. C'est-à-dire, on a bien vu à la crise du Covid, on était inondés, submergés d'informations. Et du coup, ça nous a complètement paralysés. Comment faire en sorte que des petits groupes de citoyens organisés localement, tirés au sort ou autres, puissent s'emparer de l'information et donner des recommandations à chacun pour justement dire, bah si, le masque, contrairement à ce que dit le porte-parole du gouvernement, c'est important, faites-le, etc. Donc, on essaie de lancer aussi des réflexions là-dessus, voire des expérimentations sur le terrain de Montpellier. Si ça vous intéresse, vraiment, on appelle toutes les bonnes volontés à nous aider. On va essayer d'aller vite sur les réponses. Alors, sur la question de, oui, la politique, mais c'est pas facile. En fait, cette histoire de politisation, hier, j'avais évoqué du calculable et de l'incalculable. Il est du côté de l'incalculable, et donc de la manière dont les individus ou les groupes de sujets à l'intérieur d'un labo, ça peut être un labo, c'est pas nécessairement individuel, ça peut être une équipe de recherche, ça peut être toutes sortes de choses, en fait, polarisent le monde en valeurs et considèrent que c'est cette polarisation du monde en valeurs qui va leur permettre de choisir des objets de recherche. Et qu'on ne les choisit pas juste pour remplir les trous, mais aussi dans un projet. Et donc, on voit la question de la politisation en amont de la construction de l'objet et en aval. C'est-à-dire quelle intention est retirée. Et de ce point de vue-là, c'est assez proche de mon affaire d'anachronisme contrôlé, où on a aussi cet amont et cet aval sur la construction du laboratoire. Qu'est-ce qu'on ouvre comme laboratoire ? Sur la question de la place du théorique, je pense qu'il y a dans les sciences humaines et sociales deux sciences qui utilisent le théorique, la sociologie et l'économie. Et du côté de l'anthropologie et de l'histoire, donc les disciplines plus empiriques, on est dans une décadence absolue du rapport au théorique, qui est considéré comme un obstacle plus que comme un outil. Et je pense que c'est très mauvais. Voilà. Alors, je parle peut-être d'une manière trop large, mais je pense que ça a des conséquences importantes, parce qu'il se trouve que les enjeux d'épistémologie sont nés aussi des débats entre anthropologues et historiens, et qu'on est très très loin des années 60 où il y avait des débats de haut vol entre Lévi-Strauss et Sartre, et je pense que c'est effectivement quelque chose à souligner. Ou Lefebvre, ou enfin voilà, les enjeux, ou Castoriadis, enfin il y a eu un moment très important d'enjeux théoriques. Et la quatrième entame narcissique, je crois que jusqu'à, y compris chez Marx, voilà, il y a eu quand même le sentiment que la science, et donc que l'humanité, en tant qu'elle était capable de produire des scientifiques, serait toujours capable de repousser les limites et de fabriquer un monde de plus en plus confortable, de faire reculer l'âge de la mort, etc. Et que là, on est dans une conscience inverse, et qu'on arrive à la fin de l'illimité, de l'espérance de l'illimité, alors qu'avec la révolution copernicienne, on avait fini par finalement considérer que oui, il y avait de l'infini, de l'illimité. Et du coup, aujourd'hui, revenons sur Terre, disait hier Marc Chenet, parce qu'on est là, et l'imaginaire des exoplanètes, on voit bien que c'est quelque chose qui veut faire perdurer ce rapport à l'illimité, mais malheureusement, ou heureusement, on est des terrestres, et il va bien falloir faire avec la Terre. Voilà. Voilà, pour répondre à vos trois questions, il faut que j'en discute avec vous. Hein. Mais je vais vous donner juste un petit teaser d'une première idée. Du coup, ce que vous faites à Montpellier, c'est passionnant. Et c'est faire qui est passionnant. C'est faire et créer. Après, les formes, enfin, voilà. Pour essayer de donner quelque chose, une petite bout d'idée à votre question. C'est vrai que dans les modèles, si on met jamais la rupture vers un autre monde, par exemple un monde sobre, égalitaire ou un autre monde, c'est une faute. Parce qu'on ferme un possible. C'est ce qu'on a montré dans les décisions 1, 2, 3. On dit 3, c'est niet. Et c'est pour moi un scandale intellectuel. Donc je somme mes collègues qui font des modèles de mettre dedans toutes les possibilités envisageables. Alors pour votre deuxième question, le rôle de la science, c'est aussi de dire qu'il y a des possibilités qui ne sont pas envisageables. C'est-à-dire d'étendre un modèle à toute la Terre et puis voir que ça ne fonctionne pas du tout. Là, c'est le rôle aussi des scientifiques de faire des calculs de quantable pour dire effectivement, ce modèle-là, il est permis pour peu de gens, mais si on l'étend à chaque humain, ça ne marche pas.
Donc il y a des imaginaires qui ne peuvent pas s'instituer pour des raisons physiques. Et puis, pour répondre, alors là, il faudrait encore plus de temps pour répondre à votre question. C'est vrai que la propriété privée, j'avais dit ça comme ça à l'arrache. Effectivement, écoutez Gaël Giraud ou d'autres, les débats, c'est qu'il y a au moins propriété privée, propriété d'État, et puis la propriété en bien commun, qui est quelque chose d'intermédiaire. Et c'est construire ces façons de pratiquer la propriété qui compte. Mais ça n'empêche qu'une source d'eau, elle appartient aujourd'hui à quelqu'un en bien privé. Pour la faire passer en bien commun, il faut qu'il y ait des lois et des possibilités. Parce que sinon, il n'y a aucune raison que ceux qui ont la propriété traditionnelle privée disent « Ok, je l'abandonne au bien commun ». Donc il y a une question de conflit et d'organisation des conflits. Merci. Je ne sais pas si j'ai bien compris la question, alors je vais faire comme si je l'avais comprise et je vais répondre. En fait, je pense qu'on est dans une... Alors sur les histoires d'imaginaire, moi j'utilise pas les mots imaginaire, tout ça. Bon, je suis désolé, on n'est pas dans la même terminologie. Bon, peut-être que j'ai pas réfléchi en ces termes-là. Bon, en tout cas, ce qui est certain pour moi, c'est qu'on est dans un... C'est que les histoires de... Enfin, l'affaire de la résilience, c'est véritablement une... C'est un vaccin anti-imaginaire. Ça, c'est sûr et certain. Puisque, en fait, ça s'inscrit pleinement dans l'appel massif au bonheur palliatif dans lequel nous sommes censés vivre. C'est quoi ce bonheur palliatif ? C'est un bonheur où il n'y a que du trop peu, en fait. Trop peu de santé, trop peu de vie, trop peu de peur, trop peu de liberté, trop peu de refus, trop peu de fureur. Trop peu d'amour, peut-être aussi. Comme si ce trop peu était finalement éternel et indiscutable. Et là où peut-être il y a de l'imaginaire à réinjecter, c'est effectivement dans la manière de repenser en quoi ce trop peu n'est pas éternel et n'est pas indiscutable et il faut le bouleverser. En tout cas, ce qui est certain, c'est que moi je dirais que, contrairement à ce que la résiliomanie nous inculque, le malheur n'est pas un mérite. Le malheur ne doit pas être un mérite. Et pour revenir sur l'idée de survivance, je pense qu'il faut absolument, et c'est ça bien sûr, que c'est le contre-pied, la contre-résilience, c'est ça, c'est vivifier le désir de prendre distance vis-à-vis de la condition de survivant dans laquelle nous sommes sans cesse placés. Voilà. Cesser de faire du désastre une source de progrès, je pense que c'est pas c'est pas un programme positif, mais c'est déjà dans le refus des fausses solutions. C'est déjà quelque chose de très important. Le malheur ne peut pas être vertueux, contrairement à ce que les résiliomaniaques essaient de nous faire croire. Voilà. Eh bien, on va s'arrêter là. On vous remercie pour votre patience.